Deuxième émission avec vous, Gérard Ribes, sur un sujet très délicat et douloureux, les personnes clivées qui ont deux visages, l'un lumineux et l'autre ténébreux. Je rappelle que vous êtes psychiatre, sexologue et consultant pour l'Église catholique sur les questions de pédocriminalité. Ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ont été bouleversés. Vraiment, je ne sais pas si bouleversés, c'est le bon mot, oui, je crois, même déstabilisés par les nombreuses affaires qui ont été révélées. La double vie, par exemple, des frères Philippe ou Thomas Philippe et Marie-Dominique Philippe, la face sombre du grand Jean Vanier, les histoires de pédophilie avec l'affaire Prénat et d'autres, sans oublier l'affaire Martial Maciel, l'ex-fondateur, par exemple, des Légionnaires du Christ. Alors, on préférait ne plus parler de ces affaires et pourtant nous avons besoin de comprendre. Ces hommes ont tous eu une part de lumière, mais est-ce que tout ce qu'ils ont donné est à mettre au feu ou est-ce que la part de lumière qu'ils nous ont donnée, on peut la garder ? Il y a différents cas de figure, je pense, là aussi, en lien et avec la personne et ce qu'ils ont construit. Si on reprend l'Arche avec Jean Vanier, dans ce que j'ai pu comprendre de Jean Vanier, lui-même a été victime de Thomas. De Thomas Philippe, son père spirituel. Voilà, donc de son père spirituel, en fait. Donc, lui-même était, je pense, dans une forme d'immaturité affective, dans la recherche d'un père qu'il a dû trouver, d'un père spirituel déjà, mais d'un père d'une manière plus globale qu'il a dû trouver dans cette personne. Il n'est pas, pour moi, dans la catégorie des pervers que l'on a évoqué la fois précédente, mais plutôt dans ces immatures affectifs qui se sont fait piéger dans leur immaturité affective. C'est pas une excuse, hein, on est d'accord, c'est pas pour excuser leurs gestes, c'est pour comprendre leurs gestes. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Puis le deuxième élément, si on prend l'Arche est une construction qui n'est pas que Jean Vanier. L'Arche, c'est quand même quelque chose, un mouvement qui a fait que des centaines, des milliers, je ne sais plus combien il y a de membres de l'Arche actuellement, mais c'est extrêmement important, se sont reconnus dans une pensée et ont pu s'approprier une pensée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une appropriation de la pensée, et dans là aussi, ce que j'ai compris de l'Arche, ça n'a pas été une imposition de la pensée, c'est une manière d'accompagner les gens en situation de handicap et pas la manière d'être obligé de faire un certain nombre de choses par rapport aux gens en situation de handicap. Donc là, pour moi, on est dans des mécanismes qui sont complètement différents. C'est un mécanisme qui reste ouvert. C'est un mécanisme qui va pouvoir continuer, j'en suis sûr. L'Arche va vivre, l'Arche va continuer et l'Arche va continuer à faire de très très belles choses. Et Jean Vanier était quelqu'un qui avait cette faille en lui, qui avait sûrement ces souffrances en lui de quelque chose qu'il n'avait pas pu combler à un moment de son existence et qui font que, il a eu un certain nombre de gestes, de comportements, mais que, en tout cas dans la lecture que j'ai, je connais pas l'ensemble de l'histoire, je lirai vraiment avec cette emprise qu'il avait lui-même de la part de son père spirituel. Revenons sur l'immaturité affective. On a développé un peu plus la fois précédente ce qu'était un pervers. Qu'est-ce que c'est ces personnes qui ont cette immaturité affective, qui vont jusqu'à vivre des choses quand même qui sont quand même très curieuses? Alors là aussi, on a évoqué la dernière fois cette dimension de l'empathie qui m'interroge beaucoup dans toutes ces dimensions. Parce que justement, ces gens qui ont eu cette immaturité affective, ils arrivent très très bien à rentrer en relation avec les autres dans leur zone aussi d'immaturité. Donc il y a quelque chose qui est une forme de compagnonnage, de fraternité, qui fait qu'il y a un ressenti extrêmement pointu des gens, mais pas dans la manipulation des gens. Là, il y a une rencontre pour moi dans ces personnes-là. Donc vous pensez que Jean Vanier, avec les femmes avec qui il a été, il y a eu une réelle rencontre? Je le pense. Et si on écoute les victimes, c'est pas ce qu'elles vont dire. Oui, mais je n'excuse pas ces gestes parce que ces gestes étaient encadrés dans quelque chose qui donnait un sens complètement différent. Si on est dans quelque chose où il y a un rapport d'autorité, automatiquement, c'est le rapport d'autorité qui prime par rapport à l'ensemble des autres éléments. Mais là, il y avait un rapport d'autorité. C'était le grand Jean Vanier qui demandait. Mais, complètement. Hein. Mais là aussi, c'est pas pour le dédouaner, c'est pour comprendre, pour essayer d'éventuellement comprendre dans quel mécanisme il était. Lui, il était. Qu'il ait fait des dégâts chez des femmes en face de lui, oui. C'est certain, parce qu'elles n'étaient pas dans ce registre-là. Elles étaient, comme vous venez de le dire, face à ce grand Jean Vanier, face à ce monument, à cette personne charismatique. Donc la rencontre ne s'est pas faite au même niveau. Et il y en a un,
Jean Vanier qui était dans son immaturité affective, alors que les femmes qui l'ont rencontré étaient dans la sidération de la pensée qu'ils pouvaient développer et de ce qu'il leur faisait en disant que c'était bon pour elles et que c'était la manière dont, même si j'ai cru comprendre, dont Jésus pouvait s'exprimer. Donc pour vous, ce n'est quand même pas un pervers? Si, parce que ça fait partie du deuxième visage des pervers. Il y a des pervers qui sont dans la toute-puissance, c'est la première catégorie, et puis il y a cette deuxième catégorie qui sont dans cette immaturité, mais qui vont quand même utiliser l'autre pour leur immaturité. Donc quoi qu'il en soit, c'est un pervers quand même. Oui, voilà, du moment où l'autre est utilisé, c'est de la perversion. Où l'autre n'est pas reconnu dans son altérité, dans ce qu'il est, dans les attentes qu'il peut avoir, du moment où il y a une utilisation, c'est de la perversion. Parce que quand on parle de pervers narcissiques, on s'attend plutôt à des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui se sentent supérieurs, etc. Or, on a l'impression, mais peut-être que c'était déjà aussi du théâtre, que Jean Vanier était quelqu'un de relativement humble. Mais l'humilité, là aussi, c'est vrai que c'est complexe comme question, parce que est-ce que c'était du théâtre chez lui? Je le pense pas forcément. Je pense qu'il pouvait aussi exprimer cette partie de lui-même. On est multiples. On va se mettre tous là-dedans, hein, et nous sommes multiples. On a tous ombre et lumière en nous. Plus qu'ombre et lumière, on a tous des facettes différentes. Je vais donner un exemple. Le jour où je fais ma déclaration d'impôt, il vaut mieux que je sois obsessionnel. Le jour où je monte sur un toit, il vaut mieux que je sois phobique. Le jour où je suis avec vous pour discuter, il vaut mieux que je sois hystérique, etc. Donc on a tous des zones de soi-même que l'on va activer d'une manière différente en fonction de l'environnement dans lequel on est. Toute personne qui a été amoureuse, si ce n'est pas des éléments psychotiques, il faut qu'on m'explique ce que c'est. Parce qu'il y a une forme de déréalisation, il y a une forme, etc. Et il y a des gens qui ont aussi une zone qui est la zone de perversion. Et c'est en quoi cette zone de perversion va être leur seule manière de rentrer en relation avec les autres. Alors les pervers, première catégorie, c'est toujours uniquement cette zone qui rentre en relation. Les immatures affectifs, ils ont un panel qui est beaucoup plus large, parce qu'ils ont une construction psychique qui a pu se faire d'une manière beaucoup plus élaborée que les pervers qui sont les manipulateurs, en fait. Et donc, ils vont être à un moment, peut-être, dans cette capacité de séduction, dans cette capacité d'humilité, dans cette capacité de reconnaître l'autre aussi en tant qu'individu. Et il y a des moments, ils vont rentrer dans leur zone de perversion. Et le danger, c'est que justement, quand une structure va leur donner la capacité d'exprimer complètement cette zone-là, parce qu'ils sont sans aucun contrôle. Mais la grande question de la plupart d'entre nous, c'est est-ce qu'ils sont vrais, authentiques, sincères quand ils sont dans la zone de lumière, ou est-ce que c'est aussi une façon d'être pouvoir mieux servir sa perversité après? Ouais, c'est difficile, ça. Je dirais, première catégorie, ils sont jamais sincères, ils sont jamais authentiques. L'authenticité n'existe pas. Donc chez les pervers narcissiques. Voilà, on va dire chez les pervers narcissiques pour résumer les Mais choses. ceux où il y a une immaturité affective, comme par exemple pour Jean Vanier, c'est plus difficile de le dire, Oui, c'est ça? pour moi, ça serait beaucoup plus difficile de le dire. Parce que je pense que cet homme avait justement cette palette dans laquelle il pouvait rentrer et que la position de ce qu'il a créé et l'influence de son père spirituel l'ont amené dans cette zone et l'ont enfermé petit à petit dans cette zone sombre et avec peut-être de plus en plus de difficultés à utiliser les autres zones de sa personnalité. Mais alors si on prend quelqu'un comme par exemple le père Marie-Dominique Philippe, qui a été le fondateur des Frères de Saint-Jean, son enseignement, tout ce qu'il a donné, est-ce que ça, on peut le garder, ou certaines choses, on peut le garder, ou il y a un biais de perversité ou quelque chose qui fait qu'il faut tout mettre à la poubelle? Les frères Saint-Jean m'ont demandé d'aller travailler avec eux. On a fait 2 conférences où l'ensemble des frères du monde entier sont venus. Et le Père supérieur, j'avais été très touché par la manière dont il avait introduit les choses. En disant, on a un péché originel. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce péché originel, on ne pourra pas construire quelque chose. Donc maintenant, à nous de retravailler notre péché originel. Donc, dans la manière dont les choses se sont mises en place, je ne les ai pas suivis après, je pense que là, justement, ils sont capables de retravailler leur péché originel, parce que je sais qu'il y a des choses qui continuent encore, et de faire évoluer pour sortir de ce qu'avait mis en place leur fondateur. Mais je repose la même question. Est-ce que l'enseignement
de Père Marie-Dominique Philippe est à mettre à la poubelle, ou est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement encore des choses qui peuvent être bonnes? Il n'est pas à mettre à la poubelle parce que là aussi, ça a été récupéré, en tout cas maintenant, ça a été récupéré par d'autres personnes qui mettent une pensée et pas simplement une application de ce qu'il a dit. C'est très important pour moi, ça, c'est en quoi chacun des membres de la communauté va pouvoir penser la parole et non pas être le perroquet de la parole. Oui, mais dans la parole même, quelquefois, on voit qu'il y a certaines personnes charismatiques dans différentes communautés ou dans différents lieux qui ont eu des paroles qui peuvent encore, pour d'autres, être des paroles de lumière. Et pourtant, ça parlait bien de la personne elle-même, la personne perverse en tant que telle. Donc, ça laisse une grande confusion parce que c'est des paroles qui ont pu aider à vivre. Ça peut laisser une grande confusion. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je crois beaucoup à comment le collectif peut repenser quelque chose et faire qu'on peut justement retrier, diluer, relire, réaménager un certain nombre de choses. Mais quand la personne créatrice a été extrêmement puissante, c'est souvent difficile de s'en départir, bien sûr. Là, c'est une question un peu difficile que je vais vous poser en tant que psychiatre, mais je sais que vous êtes aussi un croyant. Est-ce que l'Esprit Saint peut passer à travers ces personnes-là? C'est ça ma question essentielle, et pas ma question de moi, Bénédicte, mais de beaucoup d'auditeurs. Si la parole est enfermante, pour moi, l'Esprit Saint n'est pas là. Par contre, si la parole est une parole qui permet l'ouverture, qui permet la rencontre avec l'autre, qui permet l'interrogation avec l'autre, et pour moi, il y a toujours une formulation qui est extrêmement importante par rapport aux actes que l'on pose, et en particulier quand on est dans le cadre de l'Église. C'est pas pourquoi je fais, c'est pour qui je fais. Et pour qui, pour moi, ça interroge l'autre. C'est en quoi notre positionnement va être un positionnement par rapport à l'autre pour lui permettre de s'ouvrir lui-même de plus en plus à une rencontre intérieure dans laquelle il va pouvoir s'épanouir et développer sa vie spirituelle. Ce qui est confusant aussi, c'est si on reprend l'histoire de Prénat, par exemple, certaines personnes qui ont vécu des camps avec les scouts ont vécu des choses merveilleuses aussi. Est-ce que les choses belles qu'on a pu vivre, les temps de prière, les temps de jeu, par exemple, pour les enfants, etc., on peut les garder? Oui, on peut les garder. Mais je vais vous dire une parole, moi, de la fille d'un de mes meilleurs amis. Elle a fait tous les niveaux du groupe de Saint-Luc, on va dire. Et quand l'affaire Prénat a éclaté, elle m'a appelé en me disant, tu sais, ça met un voile sur mon enfance. Parce que justement, elle avait pas subi quoi que ce soit par rapport à Prénat. Elle avait vécu des choses merveilleuses dans le cadre de scout et ça continuait à illuminer son existence. Donc oui, il y a des choses à garder, mais comme elle l'a dit très bien, maintenant ça sera gardé, mais avec ce voile quand même qui recouvre quelque chose qui pour elle n'était que lumière et qui est maintenant voilé. Je voudrais revenir sur la structure de ces personnes, sur l'identité de ces personnes. Comment elles en viennent à devenir perverses? Là, donc, ça parle de leur construction depuis l'enfance. Depuis l'enfance, en fait. Oui, tout à fait. Hein. Alors là aussi, on va reprendre les deux catégories, la catégorie des pervers et des pervers immatures narcissiques. Donc, dans la catégorie des pervers, ce qu'on retrouve souvent, c'est que ce sont des enfants qui n'ont pas été reconnus pour ce qu'ils sont. Ils ont été utilisés parce qu'ils étaient valorisants, parce qu'ils amenaient quelque chose au sein de la famille, mais ils ne se sont jamais sentis reconnus en tant que personne. Donc ils ont du mal à identifier ce que c'est qu'être même une personne dans le contexte familial. Deuxième élément qu'on retrouve chez eux, c'est qu'il y a eu une instance maternante extrêmement prégnante. Forte, ça veut dire. Oui, donc envahissante. Mais j'insiste sur instance maternante. Je ne parle pas de maman. Ça peut être le père. Ça peut être le père, voilà. Mais de quelque chose qui, justement, est au départ
quand un enfant naît, quand un nourrisson naît, il y a le besoin de cette présence quasiment permanente de l'instance maternelle. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se détache, qui va permettre de se construire et qui va permettre d'évoluer. Et là, il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui reste dans cette incapacité à créer son autonomie par rapport à cette instance. Ça veut dire qu'elles sont en fusion? C'est extrêmement fusionnel. Donc c'est un père ou une mère, mais la plupart du temps c'est quand même une mère qui est trop proche de l'enfant. Voilà, qui est trop proche de l'enfant et qui, enfant ne se sentant pas reconnu, ne va pas se créer en tant qu'une personne dans toutes les capacités de sa personne. Donc il a été entre guillemets trop aimé. Il a été envahi. Envahi. Voilà, c'est pas trop aimé. Il a été envahi et il n'a pas été reconnu. C'est toute la question de cette reconnaissance de la différence, de sa différence. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que tu voudrais que je sois, qui va les amener à avoir une difficulté à reconnaître l'autre comme des individus. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu la séparation que souvent fait le père, normalement. Absolument. Donc là, l'autre élément, c'est comment il y a quelque chose qui fait séparation. Et là aussi, on peut parler d'instance paternelle, et pas simplement du papa, parce que les mères peuvent très bien le faire. Les grands-parents, l'école, voilà, tout ce qui fait que j'existe différemment dans un environnement différent, et je me construis en tant que personne, en étant non pas collé à cette instance maternelle, mais en tant qu'individu de plus en plus dans son autonomie. Alors si on reprend des cas très précis, Prénat par exemple. Prénat, alors lui, il y a un paramètre aussi qui est apparu de l'enquête, c'est qu'il fait partie, en tout cas dans ce qu'il a dit, de ceux qui ont été aussi victimes d'agression. Mais tous les pervers n'ont pas été victimes d'agression. 30 à 40%. Ce qui n'est pas un chiffre quand même négligeable. Non. C'est un chiffre important. Donc lui, il y a ce paramètre en plus qui se rajoute où il a été victime d'agression. Et puis, dans la construction de son identité d'enfant, on peut penser qu'il rentre complètement dans ce côté d'une fusion telle de quelque chose qui n'a pas pu se construire dans l'altérité dans la différence. Et pour les frères Thomas ? Les frères Thomas, je connais très mal leur histoire, mais on peut le penser de la même manière. Et surtout quand c'est une fratrie. Ça pose question, une fratrie. Voilà, quand il y a les deux, qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire qui les a amenés à ce type de comportement et en quoi l'un et l'autre étaient au courant même du fonctionnement de l'autre et en quoi il pouvait y avoir même une forme de jouissance du fait de savoir qu'on faisait chacun quelque chose qui était en limite. Là, je trouve qu'on est dans des zones pas très reluisantes. Et alors, quand on parle de l'immaturité affective, là, c'est différent? Alors, l'immaturité affective, c'est que la séparation a pu se faire. Il y a quelque chose qui a pu se construire en tant qu'altérité, en tant que différence, mais c'est souvent des enfants qui n'ont pas eu une base de sécurité suffisamment importante. Un des éléments qui fait la sécurité de l'enfant, c'est la redondance. Ça veut dire quoi, la redondance? La redondance, c'est un monde prévisible. C'est-à-dire, je fais quelque chose, il va se passer quelque chose en retour. Je prends un exemple bête. Je lance un ballon sur une vitre, la vitre se casse, mon geste est volontaire. Mes parents voient que mon geste est volontaire, quelle va être leur réaction? Si on m'embrasse, si on me met une claque, si on m'explique, mais à chaque fois on m'embrasse, on me met une claque, on m'explique, c'est redondant. Si un jour on m'embrasse, si après on fait une remontrance, si un troisième jour on m'explique, si c'est un monde chaotique, s'il y a quelque chose qui n'est pas sécurisant parce que chaotique, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir construire quelque chose où la parole de l'autre va pouvoir exister d'une manière rassurante. Et cette immaturité affective, elle parle d'une réassurance. C'est comment je vais chercher à me réassurer dans quelque chose où je vais pouvoir me retrouver dans quelque chose où l'autre me comprend dans ma différence. Mais par contre, il me comprend dans ma différence et non pas me comprend comme objet de la construction de mes parents. Et quant aux victimes, est-ce qu'elles ont des points communs, souvent, les victimes des pervers narcissiques? Les victimes, je dirais que tout le monde peut être victime à un moment ou à un autre de son existence. Tout le monde, parce qu'il peut y avoir à tout moment, un moment où on se sent dans une fragilité. Il faut qu'il y ait une vulnérabilité psychique? Il faut qu'il y ait un moment de fragilité de l'existence. Et pas forcément de vulnérabilité psychique. C'est ça qui est une différence. C'est-à-dire que la vulnérabilité psychique, elle existe chez tout le monde. Une personne sur deux va faire au moins un épisode dépressif dans son existence. Au moins un épisode dépressif. Donc, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement présent. Mais par contre, on n'est pas toujours dans les mêmes moments de fragilité.
Il y a des moments où l'environnement dans lequel on est, ou la manière dont on se construit font qu'on est assez solide, même si on est construit des fois de briques et de broc. Et puis il y a des moments où on est plus fragile. Et les pervers vont jouer sur ces moments de fragilité. Ils vont trouver la fragilité, ils vont voir la fragilité chez les gens, même chez des gens qui apparemment apparaissent comme bien construits, et dans la réalité sont même bien construits. Et que dans un autre environnement, cette fragilité ne serait pas apparue. Mais il semblerait que les pervers narcissiques cherchent souvent aussi les gens qui sont pleins de vie, passionnés, sensibles, créatifs, généreux. Oui, tout à fait, parce que ce sont des gens qui sont ouverts, et ce sont des gens qui sont dans la confiance. Donc, ils vont faire confiance à l'autre. Ils vont être dans quelque chose où, à travers ce que tu me dis, moi qui suis un être de confiance, je pense que tu es aussi un être de confiance, et on va se rencontrer autour de cette confiance. Donc oui, on va retrouver ce type de personnes, mais surtout, n'arrêtons pas d'être des gens généreux. Oui, ça fait peur. Hein. Voilà, mais c'est quand même la base de l'existence. Mais il faut être vigilant en même temps. Il faut être vigilant, il faut toujours se dire dans la rencontre, qu'est-ce qui est en train de se passer, et au service de quoi et de qui est cette rencontre. Mais le discernement est extrêmement difficile parce que on a envie aussi d'être dans cette confiance, dans cette bienveillance, et en même temps on sent qu'il faut être vigilant. Et souvent on se rend compte que des personnes intelligentes, bonnes, ont été dupées. Oui, bien sûr. Les personnes intelligentes et bonnes ont été dupées parce que justement le pervers a su jouer de ce moment de fragilité pour les amener dans quelque chose où ils pouvaient devenir des formes de marionnettes à un moment donné. Et là, le piège était refermé. Alors vous, l'expert, à quoi faut-il qu'on soit sensible ? Il faut être sensible à tout ce qui surprend. Et il faut garder cette capacité à s'étonner des choses et à se dire, tiens, pourquoi ça ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut être 90% dans la relation et 10% dans se regarder dans la relation et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans la relation. Et ça peut être un moyen de se préserver. Si on se donne à fond dans quelque chose, à ce moment-là, mais dans toute forme de relation d'ailleurs, dans toute forme de relation, on peut se mettre en danger. Merci beaucoup, Dr Gérard Ribes. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour parler spécifiquement des questions de pédophilie. Au revoir. Au revoir.